Pourquoi est-ce que prendre ses distances, ignorer quelqu'un, peut paradoxalement rendre cette personne complètement obsédée par nous? C'est la question un peu contre-intuitive qu'on explore aujourd'hui. On va s'appuyer sur une analyse assez poussée d'une vidéo YouTube qui a fait pas mal de bruit. Apprends à ignorer une femme de la bonne manière et elle te poursuivra. Alors, je précise tout de suite, notre but, c'est pas de donner des techniques de séduction, c'est de voir ce qui se cache derrière. La psychologie du truc. Oui, et il faut dire que la vidéo s'adresse surtout à un public masculin hétérosexuel. Mais les mécanismes qu'on va décortiquer sont, je pense, bien plus universels. Absolument. On va creuser la dynamique de l'attraction, de la valeur perçue. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche se revendique d'une philosophie ancienne, le stoïcisme, avec des figures comme Marc Aurèle, pour parler de relations très modernes. Et dès le début, la distinction posée est capitale. Il ne s'agit pas de manipuler. Pas du tout. C'est un changement de posture intérieure. Un changement de posture. C'est-à-dire, L'idée, c'est de passer de la recherche de validation, le fameux s'il te plaît, aime-moi, à une posture où on incarne sa propre valeur. La vidéo identifie très bien les deux extrêmes. ah oui, les deux impasses classiques. Exactement. Soit la poursuite désespérée où l'on se perd complètement, soit le retrait un peu boudeur, plein de ressentiment. Les deux mènent à l'échec. Et entre les deux, il y aurait une troisième voie. D'accord. Et cette troisième voie, j'imagine qu'elle commence par comprendre un concept un peu abstrait dont parle la source, l'énergie. L'erreur la plus commune, ce serait de croire qu'ignorer, c'est juste un acte mécanique. Ne plus envoyer de messages, faire semblant d'être occupé. C'est ça. Mais si à l'intérieur, on est en train de bouillir, si on est obsédé ou malheureuse, l'énergie qu'on dégage trahit tout. Le vrai message qui passe, c'est celui du manque et de la peur, en fait. Et ça se ressentirait à des kilomètres. Absolument. Et c'est là que la référence à Marc Aurèle prend tout son sens. Chaque fois que nous agissons sans conscience, nous finissons par être dominés par nos complexes. Dominés par nos complexes. En psychologie, on appellerait ça la projection inconsciente. En gros, c'est quand on rencontre quelqu'un et après, disons 2 ou 3 rendez-vous, on l'imagine déjà comme la personne parfaite. On projette tous nos espoirs, nos désirs, sans vraiment la connaître. On tombe amoureux de l'idée de la personne, pas de la personne réelle. Exactement. On essaye de combler un vide chez nous. Donc le but de la démarche, ce n'est pas de jouer un jeu d'indifférence, pas du tout. C'est de faire un vrai travail pour revenir à son centre. Revenons à ce centre alors. Concrètement, comment on fait quand on est justement obsédé par quelqu'un? C'est la deuxième grande idée. Il faut cesser de poursuivre. Mais attention, le premier geste n'est pas d'ignorer l'autre, c'est de la retirer de son piédestal. À l'intérieur de sa propre tête. Voilà, c'est un acte purement mental. La source explique que cette idéalisation, c'est une forme de fuite de soi. C'est fou comme on a tendance à faire ça, à construire une version parfaite de l'autre qui n'existe juste pas. Et en faisant ça, on lui donne un pouvoir immense sur nous. Et on se déconnecte de la réalité. La source donne des exemples très parlants. Commencer à paniquer si on n'a pas de nouvelles depuis quelques heures. Ou la peur de perdre la personne si on ne répond pas à son message dans la minute. C'est ça. Ce ne sont pas des signes d'amour. Ce sont des symptômes d'attachement anxieux, de dépendance. Et c'est là qu'ils introduisent une idée forte. Considérer son attention comme une monnaie précieuse. Alors attends, l'idée de rendre son attention précieuse, ça ne risque pas de passer pour de l'arrogance. Où est la limite avec la manipulation selon eux? C'est la question clé. Et la nuance est subtile. Il ne s'agit pas de devenir froid ou méprisant. Il s'agit de ne plus distribuer son attention sans discernement, comme si elle n'avait aucune valeur. C'est une question de posture. Donne-moi un exemple concret. Ok. Inviter quelqu'un à sortir. On peut dire « Je suis libre n'importe quand la semaine prochaine. Dis-moi juste quand ça t'arrange. » Ça a l'air sympa. Mais ça communique une disponibilité totale, un manque d'agenda personnel. D'accord, je vois. Maintenant, compare ça avec « J'aimerais beaucoup te revoir, je suis dispo mardi ou jeudi soir. Est-ce que l'une de ces options te conviendrait ?» Là, c'est différent. Ce n'est pas arrogant, mais ça montre qu'on a une vie remplie, que notre temps est de la valeur. L'attention est ciblée, elle n'est pas infinie. C'est exactement ça. La leçon, c'est cesse de chercher des personnes qui te complètent et deviens le type de personne qui n'a pas besoin de poursuivre pour se sentir précieux. En gros, être bien avec soi-même. Et cette énergie stable, elle se ressent. Et elle est bien plus puissante, selon eux, que n'importe quel message bien tourné. D'accord. Donc on arrête de mettre la personne sur un piédestal, on se reconcentre sur sa vie. Mais ensuite, comment ça se manifeste? C'est là que le fameux silence radio entre en jeu. Oui, mais pas n'importe comment.
C'est le pouvoir du silence conscient. La source utilise une métaphore que je trouve très belle. Le silence n'est pas un vide, mais un miroir. Un miroir. L'énergie intérieure doit être alignée. Si on s'éloigne physiquement, mais qu'on passe sa journée à actualiser son profil en ligne, rongé par l'anxiété, alors le silence crie intérieurement. Et ça se perçoit. Le vrai silence, ce serait donc un état d'esprit. Oui, la certitude calme qu'on n'a rien à prouver. C'est ce qu'ils appellent l'autonomie émotionnelle. Je vois la différence sur le papier, mais en pratique, comment on sait si on est dans un silence mature ou juste en train de bouder comme un gamin? La frontière est mince, c'est vrai, mais les intentions sont radicalement différentes. Le silence immature, c'est une punition. C'est le fameux vu laissé exprès pour blesser. C'est passif-agressif, ça génère du ressentiment. Et le silence mature. Lui, il n'est pas dirigé contre l'autre, il est pour soi. Il vient d'une concentration réelle sur ses priorités. Son boulot, son sport, un projet. L'autre le sent. L'absence n'est pas un caprice, c'est la conséquence d'une vie riche. Et c'est ça qui devient un filtre du coup. Un filtre puissant, oui. Ça éloigne les personnes peu intéressées et ça intrigue celles qui ont une connexion plus authentique. Tout ça nous amène à l'idée d'incarner l'homme qui a un but. C'est le point culminant de cette philosophie, j'ai l'impression. C'est le cœur du réacteur. La source est formelle. On perçoit intuitivement la différence entre une personne absente par dépit et une personne absente parce qu'elle est en train de construire quelque chose. Et quand l'autre réalise que la distance n'est pas un jeu pour tester, mais le résultat d'une vie pleine, la perception change. Complètement. On ne devient plus un prétendant parmi d'autres, mais une énigme intéressante. L'absence n'est plus une punition, mais un espace qui donne aussi à l'autre la liberté de ressentir ce qu'il veut vraiment. La vidéo résume ça en 4 dynamiques clés de l'attraction. La première, l'absence consciente active la projection. L'incertitude pousserait l'autre à remplir le vide avec ses propres pensées. C'est un mécanisme si bien connu. Notre cerveau déteste le vide. Quand il manque d'infos, il comble avec des scénarios. Pourquoi il ne m'écrit plus? Qu'est-ce qu'il fait? Ces questions augmentent l'investissement mental et émotionnel. C'est bien plus puissant qu'une présence constante. Le deuxième point, c'est le retrait stratégique qui invite à l'investissement. Le mot stratégique sonne un peu manipulateur, je trouve. On peut le voir comme ça, ou on peut le voir comme le principe de rareté. Ce qui est abondant et facile a souvent moins de valeur perçue. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est une dynamique humaine de base. Le vide créé donne envie de se rapprocher. Troisième point, l'équilibre émotionnel et magnétique. Facile à dire. Mais c'est quoi au quotidien? Être aimable mais réservé, proche mais pas toujours dispo, c'est un sacré numéro d'équilibriste. L'idée, c'est de ne pas être dans les extrêmes, ni le paillasson, ni la forteresse. C'est d'avoir une attitude de fond qui n'est pas «j'ai besoin de toi», mais plutôt «je construis quelque chose d'important dans ma vie et je suis ouvert à ce que tu en fasses partie si nos chemins s'alignent». C'est une force tranquille en fait. Une invitation sans supplication. Et enfin, le quatrième point, qui est peut-être le plus direct, donner un véritable espace. Et là, ils sortent cette phrase assez choc qui dit qu'on s'attache émotionnellement à ce qu'on ressent avoir conquis, pas à ce qu'on reçoit sans effort. C'est une affirmation assez forte, ça. C'est très fort et c'est sans doute le point le plus discutable. On pourrait le reformuler pour que ce soit plus universel. Peut-être qu'il ne s'agit pas tant de conquête, qui est un terme un peu daté, que de participation. D'investissement? On valorise plus ce dans quoi on a mis de l'effort. Bien sûr. Un diplôme pour lequel on a travaillé des années a plus de valeur qu'un diplôme acheté, c'est la même psychologie. Une relation où l'un des deux a dû faire un effort conscient pour y entrer sera perçue comme plus précieuse. Vu comme ça, c'est plus nuancé. Donc si on résume, ignorer quelqu'un de la bonne manière, ce n'est pas du tout une tactique. C'est le symptôme d'un travail intérieur. C'est ça. Se reconnecter à sa propre valeur, à ses objectifs, et arrêter de chercher sa complétude chez l'autre. C'est passer de demandeur à offreur. La conclusion de la source est très parlante. L'homme qui ne poursuit pas est celui qui se choisit vraiment, et c'est cet homme qu'elle choisira aussi. C'est une belle conclusion. Mais toute cette analyse se concentre sur la phase initiale, la création du désir. Ça me laisse avec une question en suspens. Une question essentielle pour la suite. Laquelle? Imaginons que ça marche. 2 personnes, toutes les deux centrées, autonomes, se choisissent en suivant ces principes. Que se passe-t-il après? Comment cette dynamique de distance, d'espace, doit évoluer pour construire une relation saine et solide sur le long terme? C'est une très bonne question.
Est-ce que la force du silence doit alors laisser place à une autre forme de communication, peut-être plus directe, plus vulnérable, pour que la connexion puisse vraiment s'approfondir? C'est peut-être ça le chapitre suivant.